voir, hein, il faut lire les signes. Notre tragédie, c'est celle du réchauffement. Je me sentirais vraiment mal à l'aise de ne pas vous dire d'abord bonjour. J'ai envie de faire un mauvais jeu de mots et envie de vous demander de poser la question bonjouir. Merci Lucie. J'ai 1000 choses à vous dire. J'ai toujours un peu ce problème-là dans les conférences, c'est que je me prépare et puis quand j'arrive, je mets ma préparation de côté pour essayer d'être le plus spontané possible. J'ai envie de vous dire que demain, je m'en vais en Suède pour une semaine, suite à l'invitation de Paul Saint-Pierre Plamondon, Génération d'idées. Il a organisé une mission. On part 5-6 Québécois pour aller étudier le modèle de la social-démocratie en Suède. On va travailler matin et midi soir à rencontrer des politiciens, des intervenants, des profs, des universitaires pour prendre contact avec ce qui nous semble un modèle dont on pourrait tirer des inspirations. Et normalement, je devrais plutôt, si j'avais suivi le cours normal des choses, m'en aller à Las Vegas ou dans une autre capitale culturelle faire un spectacle. Et il s'avère que ma vie de citoyen, j'ai le sentiment que, comme citoyen, j'ai vécu sous une cloche de verre pendant des années et que c'est en train de devenir pour moi l'identité de citoyen une grande passion qui a éclos au moment où j'étais en train d'écrire un spectacle qui fait une tournée présentement au Québec qui s'appelle « Tout ça m'assassine » où j'avais envie de faire une sorte de réflexion, de marche funèbre un peu pessimiste, un peu désespérée sur comment se fait-il qu'en l'espace d'une génération, la mienne, moi je suis né en 1963, l'année du « I have a dream » de Martin Luther King, et j'aime bien à me dire, pour comprendre des fois où est-ce que je suis entre un milieu et une fin, que je suis le contemporain du rêve et le contemporain de la mort du rêve. Martin Luther King, on le sait, est assassiné en 68. Je suis le contemporain de Apocalypse Now et de la chute du mur de Berlin, de la débandade post-référendaire qui a fait s'écrouler bien des utopies ici au Québec. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis en train de... J'ai toujours 2000 affaires à dire, puis je ne mets pas de points dans mes phrases, là, mais ça finit par... Même à Las Vegas, ce spectacle que j'ai fait, là, qui a vendu 2 millions de billets jusqu'à date, c'est un chaos total, mais les gens sont debout à la fin et sont bien contents d'avoir été là. Donc, je fais confiance au chaos. Ça, c'est une chose que j'ai à dire. Il faut faire confiance au chaos. Il faut être des agents de désordre. Il faut quand les jeunes prennent la rue, quand notre jeunesse vient foutre le bordel dans les rues, c'est un signe de vie. Le chaos n'est peut-être pas une fin en soi. Je pense aussi que des fois, il faut mettre de l'ordre dans la cabane et qu'on ne peut pas strictement... tu sais, moi, j'ai eu 3 gars puis j'ai découvert que... Moi, je me pensais agent de chaos, mais quand j'ai eu des enfants, les bébés, les autres, c'est des vrais, là. Alors, une de leurs qualités premières, c'est de chercher le trouble. Puis je pense que notre responsabilité, à un moment donné, c'est de leur dire, bien là, ça s'arrête là. Il y a des lignes. Puis c'est difficile pour l'anarchiste en moi de devenir un père de famille qui doit aussi dire non ou mettre des limites, mais tout à coup, j'ai découvert que de cet antagonisme-là entre chercher le trouble et un besoin d'harmonie, il naît la beauté du monde, la beauté des relations. Et je pense que c'est aujourd'hui, ce matin, ce que j'ai envie de dire de plus précieux, c'est que il faut faire confiance. On a le devoir d'être optimiste. On a le devoir de faire confiance en l'avenir. Et pour se donner un avenir dans lequel nous allons avoir confiance en nous, il faut faire confiance à notre capacité à être ensemble. On est présentement au Québec, le résultat de la dernière élection était très décevant à cet égard-là, qu'après l'immense printemps qu'on a commencé en fait à voir se lever l'automne dernier avec les indignés, moi, je suis un peu désorienté par le résultat des élections en me disant, il me semble qu'on aurait pu avoir un rendez-vous historique avec nous-mêmes qu'on ne s'est pas donné. Et je pense qu'on vit une période trouble et, à mon avis, il est impératif qu'on puisse trouver le moyen à la fois de nourrir nos antagonismes, c'est-à-dire d'être des agents de désordre et de trouver et de chercher l'harmonie, mais aussi de nous ouvrir l'esprit pour être le moins sectaire possible.
Le 11 septembre 2001, quand les avions sont rentrés dans le World Trade Center, j'étais en salle de répétition au Cirque du Soleil et dans la salle, il y avait probablement de rassembler quelque chose comme 25 nationalités différentes, de langues différentes, où on parlait une espèce d'anglais très bâtard, très bizarre. Et comme tout le monde, on a eu le choc et on se disait, mon Dieu, quel privilège on a, nous, de mettre en scène un spectacle où on va montrer au restant du monde pendant des années. Le show est en Argentine ces jours-ci. Alors, j'aurais envie d'être là, quand je vois que tout le monde était dans la rue à Buenos Aires hier. Là, je me disais, on a le privilège de montrer au monde que l'harmonie est possible dans la confrontation de toutes ces différences-là. Il me semble que l'élan démocratique et écologique qu'on est en train de vivre est un lieu de rassemblement important à côté duquel il ne faut pas passer, malgré les résistances importantes qu'on est en train de vivre. Et peut-être que je suis un peu candide en disant j'espère qu'on sera capable de concilier aussi les forces qui, pour l'instant, sont ralliées derrière le pétrole, le gaz, la prise de possession de nos richesses naturelles collectives, de ce qui a fini par se décliner comme étant, pour la journée de la Terre, le bien commun. J'ose espérer, je ne me fais pas trop d'illusions, mais j'ose quand même espérer qu'on peut rassembler, concilier et en même temps être radicalement exigeant. Et j'ai envie de vous dire, parce que je devrais préparer des PowerPoint et avoir toutes mes idées. J'ai rencontré Lucie Sauvé il y a 2 ans. Lucie parlait de Serge Fortier tantôt. Et ce qui était extraordinaire dans l'histoire du gaz de schiste, c'est que tout à coup, ça s'est mis à venir de partout. Et des gens se sont rassemblés sans savoir qu'ils étaient ensemble. Et tout à coup, on a retrouvé quelque chose qu'on pensait avoir perdu, c'est l'esprit de fraternité, l'esprit de solidarité. Et tous ces petits David réunis, fallait voir le pathétique des premières assemblées de cuisine qui avaient lieu dans le fin fond des villages de la vallée du Saint-Laurent par ceux qui étaient alertés par certains écologistes en disant « le gaz de schiste débarque et il faut s'en occuper parce que c'est gros puis c'est salaud ». Et les gens disaient « oui, non, c'est 2 affaires, on ne s'occupe pas de ça ». Et il a fallu vraiment combattre. C'était vraiment grotesque presque. Moi, je suis devenu indigné à la rencontre des gazières, mais ce qui m'a indigné tout autant, c'est le sentiment de résignation et d'impuissance généralisée que je sentais au village où j'étais. Et à la rencontre de ces gens-là, de Lucie, de Serge et des dizaines de milliers de citoyens qui ont fini par se reconnaître dans cette indignation-là, dans ce combat-là, il y a eu... ce qui s'est passé, c'est que les citoyens, la démocratie, très spontanée, au-delà même, par-dessus souvent les lignes des partis politiques, a réussi à imposer le respect à une industrie toute puissante, qui est celle du gaz, qui avait le gouvernement à sa solde à ce moment-là. Et moi, tantôt on disait, on célèbre, quand on réussit, on célèbre. Moi, je suis très, très habité par la fierté d'avoir été par hasard informé de ça, de m'y être commis et d'avoir participé à ce mouvement, ce grand élan de démocratie réelle. On a dit « wow ». Il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où les peuples sortent dans la rue pour dire « ça va pas, c'est pas à notre goût, c'est pas comme ça qu'on veut que ça se passe ». On est les contemporains de cette grande inquiétude qui mène à une indignation et on est, je pense, très heureux de sentir qu'on n'est pas tout seul là-dedans. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les rues de Montréal, comme dans les rues de Deschamps ou de Saint-Marc-sur-Richelieu, ça se passe aussi à Buenos Aires. Moi, quand les indignés ont pris la rue à Madrid, les premiers, j'étais en Espagne, mon fils étudiait là, à Grenade, et je lui disais à mon fils de 20 ans comment j'étais heureux de me sentir le contemporain des indignés, moi qui nourrissais, qui avait découvert le sentiment d'indignation 6 mois avant, quand les gazières sont débarquées dans l'arrière-pays où je vis. Là, vous êtes des profs, vous êtes dans le milieu de l'éducation. Moi, je sais ce que c'est, j'ai des gars, mais j'ai aussi des relations avec le public tout le temps. On se pose souvent, on doute souvent comme artiste,
comme prof, j'en suis persuadé, de la valeur de notre contribution quand tout ce qu'on fait, c'est semer des graines dans l'esprit des gens. Mais moi, j'ai envie de dire une chose, c'est que, d'une part, il n'y a pas de petits gestes. La somme de tous les éveils que vous pouvez stimuler chez les jeunes que vous rencontrez va nourrir ce mouvement démocratique dont on a besoin. C'est sûr qu'on aimerait bien, je pense qu'il y a quand même des signes positifs qui nous sont envoyés depuis la dernière élection, on aimerait bien être convoqué à un projet d'envergure avec un leadership fort, une volonté politique ferme qui puisse nous dire « voici ce que nous voulons ». Ça n'existe pas suffisamment présentement, alors que ceux qui veulent faire du fric avec le pétrole, ils savent ce qu'ils veulent et sont très bien outillés pour aller le chercher. L'identité des institutions démocratiques canadiennes est en train de se faire virer à l'envers par cette puissance-là, qui est aussi celle du gaz. Je ne veux pas trop m'étendre sur la question du gaz de schiste ou celle du pétrole, mais assurément que tout ce qui est lié au développement du pétrole et du gaz ne marche pas vers l'avenir dont nous rêvons. Par ailleurs, dans la vraie vie, dans la réalité, c'est sûr que moi, je suis venu en char, j'ai un hybride, mais quand même, quand je roule au-dessus de telle vitesse, je brûle encore du pétrole. On est encore des brûleurs de pétrole. Donc, je pense que le radicalisme qui dit non au pétrole, il doit exister. La Suède a lancé, il y a quelques années, l'immense projet de s'affranchir complètement du pétrole. Il y a un gouvernement de droite conservateur qui a pris le pouvoir depuis, qui a probablement tempéré. Je vais aller voir, essayer d'avoir un peu leur juste sur là où ils en sont dans ce projet-là. Moi, j'en ai parlé, j'ai publié un livre récemment, au lieu d'écrire une pièce de théâtre cet été, ce que je fais normalement tous les étés. J'ai écrit un livre parce que j'ai confirmé une rumeur qui voulait que je me présente peut-être comme contre Raymond Bachand dans le comté d'Outremont, puis pour mêler tout le monde, j'ai dit je vais me présenter comme libéral indépendant, parce que j'avais envie aussi d'affirmer qu'il me semble qu'il fallait rallier tout le monde, puis que je présumais, parce que je venais de faire le 22 avril, que je pouvais rallier tout le monde. C'est une autre histoire, mais j'ai donc écrit un livre qui s'appelle « Le gouvernement invisible ». Le titre m'a été inspiré d'une phrase de Theodore Roosevelt qui dit que derrière le gouvernement visible se cache un gouvernement invisible qui n'a pas de compte à rendre au peuple. Et que le devoir des hommes d'État, c'est de démasquer ce gouvernement invisible-là. Aujourd'hui, je pense que c'est sûr qu'on est aux prises avec, et quand on constate qu'un gouvernement invisible, on le voit bien avec la commission Charbonneau, il y a beaucoup de monde qui, en secret, en coulisses, dans l'ombre, prennent des décisions et nous mettent devant des faits établis. Ce qui a provoqué cet immense mouvement d'indignation et qui a fini par imposer le respect à l'industrie gazière, c'est le fait que les citoyens de la vallée du Saint-Laurent ont été mis devant ce fait établi-là que les permis des terres où on vivait avaient été vendus et qu'on était devant une invasion qui allait nous imposer jusqu'à 20 000 puits entre la Vin et le fleuve, entre Montréal et Québec. Et les gens disent non, mais on s'excuse, mais nous autres, on ne veut pas de ça. Au nom de quoi? C'est venu après, c'est en train de poindre, c'est en train de se dire, et la mise en commun de nos exigences en matière démocratique, en matière d'éthique, en matière écologique est capitale. Il faut qu'on s'investisse là-dedans parce qu'on arrive, je pense que l'indignation n'est pas une fin en soi, c'est un moteur extraordinaire, mais ça doit nous amener à autre chose. Moi, là où vous m'arrêterez, hein, parce que je sais, je suis bavard. 5 minutes? OK, bon, alors... moi, je ne connais rien à l'énergie, je ne connais rien au militantisme citoyen, ou à peu près. J'admire tous ceux qui le font. J'étais un grand ami de Pierre Falardeau, que j'admirais tant pour son implication profonde. Puis en même temps, je disais, je ne suis pas capable de japper comme toi. Puis tout à coup, il est mort, puis probablement que je me suis senti en quelque part touché par ce sens ce devoir-là de transmettre un peu d'indignation, un peu de révolte, un peu de colère. Je n'ai pas le talent que Pierre avait à cet égard-là, mais j'essaie de faire mon bout et je pense que j'ai contribué en étant un lien entre les artistes qui pouvaient être des haut-parleurs parce que les citoyens, les comités de citoyens n'arrivent pas à se payer les pubs que les sables bitumineux peuvent se payer ou que les minières peuvent se payer. Moi, quand je passais à RDI, dans la gang des comptes, à toutes les fois que je passais à RDI, il y avait une annonce de gaz métro. Et je me disais quand même, ils sont forts.
commandite l'émission qui va... Et on n'était pas en guerre particulièrement contre le gaz naturel. On était en guerre contre une... Mais à force de contrôler le discours, de contrôler les images, je suis passé à Tout le monde en parle à quelques reprises. La dernière fois que je l'ai fait, Bachand allait défendre son dossier où il prétendait avoir fait des changements de mesures budgétaires au service de l'intérêt public, ce que moi je pouvais contester. En plus, malheur pour lui, l'enregistrement a eu lieu le 22 mars. Moi, je venais de marcher toute l'après-midi, il y avait eu 200 000 personnes, fait que je me sentais fort. Là, j'étais plein de la démocratie, tu sais. Je l'ai mis à sa place. Il y a eu l'air fou. Moi aussi, j'ai eu l'air fou, là, parce que je dérape, des fois, c'est pas long. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis arrivé à lui faire quand même faire quelques jambettes qui se sont retrouvées le lendemain du tournage sur Internet. Et étonnamment, le dimanche soir, ce 2 minutes-là qui avait servi de teaser n'était plus dans l'émission. Et dans l'émission, avant mon entrevue, il y avait une annonce des sables bitumineux. Et après mon entrevue, il y avait une annonce des minières. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont chialé, qui ont chié sur les artistes, qui ne savent pas de quoi ils parlent, mais les artistes peuvent avoir cette très grande fonction d'être des haut-parleurs, à donner une voix à ceux qui n'en ont pas toujours, qui n'ont pas les moyens des pétrolières et des gazières, et que la formidable rencontre des écologistes, des citoyens de tout horizon politique, mais qui avaient à cœur une chose, la défense de l'eau qu'ils boivent, de l'air qu'ils respirent, de la terre dont ils tirent le garde-manger du Québec, la qualité de vie a saisi suffisamment de gens pour que le respect soit imposé. Et c'est sûr que c'est la conjonction, c'est la rencontre de tous ces petits gestes-là qui a fait que le respect s'est imposé. On a gagné une ou plusieurs batailles importantes, mais la guerre n'est pas gagnée. Et moi, je pense, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que nous avons le devoir non seulement de nous indigner, mais l'indignation n'est pas une fin en soi. Nous avons aussi le devoir de nommer clairement ce que nous voulons. Or, ce que nous voulons, on le sait objectivement, même s'il y a des forces très puissantes qui ont beaucoup d'intérêt à nous faire croire le contraire, nous savons maintenant, contrairement à Christophe Colomb ou à Samuel de Champlain, qu'on vit dans un pays dont les ressources, sur une planète dont les ressources sont limitées, et que la croissance, qui est le dogme de notre bien-être, on mesure le bonheur des pays avec le PIB, a sa limite. Et la seule réponse, à mon avis, valable, la seule alternative forte, au-delà de tous les plans écologiques et économiques et de la nécessaire conciliation qu'il doit y avoir entre économie et écologie, la seule réponse valable, vous la tenez dans vos mains à chaque jour quand vous rencontrez des étudiants dans vos classes, quand vous rencontrez des gens, c'est la qualité de la vie. C'est ça qui était le dénominateur commun de tous les citoyens qui se sont rassemblés, indignés contre l'industrie gazière en disant peut-être que vous amenez des jobs, peut-être que vous amenez des redevances, peut-être qu'on pourrait discuter de la hauteur des redevances, mais au bout du compte, ce que nous avons à cœur, c'est la qualité de la vie. Jacques Attali disait le 21e siècle va être spirituel ou il ne sera pas. C'est en nourrissant l'espace que Victor Hugo peut prendre dans la vie de quelqu'un, dont la richesse, dont la valeur est inestimable. C'est en donnant de l'importance à cette qualité d'expérience de vie-là qu'on va pouvoir contribuer au fait que ce n'est pas strictement dans la quantité de biens produits, dans la largeur de notre compte en banque ou dans la grosseur du PIB qu'on va pouvoir mesurer le bonheur des gens. Ce qu'on cherche, ce n'est pas être riche. Ce qu'on cherche, c'est d'être heureux. Le bien commun, c'est ce qui appartient à tout le monde et qui ne devrait pas appartenir à personne en particulier. Et il faut se rallier, non seulement autour de la défense du bien commun, mais dans cette définition même là, du bien commun. Voici ce que nous voulons. Il y a un gouvernement là, qui va... On a probablement le gouvernement le plus écologiste qu'on a jamais eu au Québec, de toute l'histoire du Québec. On a aux ressources naturelles une ministre qui a aussi été, non seulement elle a travaillé à Ido, mais qui est une militante écologiste pendant des années. On a à l'environnement probablement le premier environnementaliste qui est ministre de l'Environnement au Québec. Mais on a aussi à la tête du pouvoir une première ministre qui est très proche aussi de la culture qui est celle des André Boisclair et Lucien Bouchard, qui sont d'anciens chefs du Parti québécois et d'anciens ministres de l'Environnement, qui, jusqu'à hier en tout cas, gagnent maintenant leur vie à être le représentant des forces gazières et pétrolières. Je ne veux pas diaboliser ces gens-là,
lundi dernier, il y a 2 semaines, Bouchard faisait un déjeuner causerie à peu près à la même heure qu'ici. Et l'an dernier, j'étais dans la rue en faire un point de presse pour contester, pour contrecarrer ce discours-là. Cette année, je me suis retenu. Je me suis dit, je ne vais pas faire un Che Guevara de moi-même, là, être encore sur la barricade. À un moment donné, le monde m'a été écœuré de l'entendre parler. Champagne, alors je suis allé, j'ai pris le bois. Cette journée-là, je n'ai pas été à la manif. Et le lendemain, quand je l'ai vu dénigrer les bloqueux, les sectaires environnementalistes, les partisans de l'immobilisme qui contrecarrent notre avenir, je me suis dit, cet homme-là mérite une réponse respectueuse, à la hauteur du personnage, mais dans les gencives. Il faut aussi... Non, mais... c'est sûr qu'on ne gagnera pas, on ne changera pas le monde à coups de lettre au lecteur, mais en additionnant tous les gestes qu'on pose, chacun individuellement, au nom d'un rêve qui doit être un rêve commun, un rêve communautaire. J'ai dit à Edgar Morin, il dit, il faut rétablir l'idéal communiste, il faut rétablir l'idéal socialiste, il faut absolument faire la promotion de l'idéal écologiste. Je pense qu'on est là et qu'on a le devoir, tout le monde, à tout le moins, de nommer, d'échanger, d'être exigeant envers nous-mêmes pour l'avenir du monde. Alors, je pense que mon temps est écoulé. Je pourrais vous en parler pendant des heures.